Oui, bonjour à toutes et à tous, et puis surtout un grand merci aux organisateurs de me faire le plaisir de réfléchir à cette délicate question de la contention avec vous. Alors, en préambule, je tenais à reprendre ce qu'a dit en introduction mon collègue le docteur Bourchani quand il faisait une analogie entre les établissements sociaux et médico-sociaux et le sanitaire. C'est vrai qu'effectivement, il y a plus qu'un trait d'union dans nos préoccupations. Et pour faire vite, je tiendrai à vous dire que pour travailler depuis longtemps avec les établissements médico-sociaux, nous, les équipes du sanitaire, on est souvent interpellés lorsqu'il s'agit implicitement de faire de la contention. Alors voilà, personnel du sanitaire, psychiatre et pédopsychiatre de terrain, je suis invité à vous parler des possibilités que nous avons et que nous aurions de nous mettre au point afin de n'user de la contention qu'en dernier recours. La contention est actuellement effectivement conçue comme une méthode insatisfaisante, un pis-aller, une forme de contresens à la mission humaniste dont nous pouvons nous revendiquer, nous les soignants du corps et de la psyché. Alors, si la contention peut demeurer et demeure une mesure sécuritaire, eh bien, elle n'est plus considérée actuellement comme une manœuvre thérapeutique. Et ça, nous y reviendrons. Alors, notre mission humaniste, celle dont je viens de vous parler, comment pourrions-nous la définir? Notre mission humaniste, ce serait redonner un peu plus de liberté à celle qui est aliéné par ses troubles psychiques, son handicap, son désavantage, ceux qu'ils soient aigus ou chroniques. Vous l'avez entendu depuis le début de cette matinée, cette notion de liberté, elle est diablement importante, elle est au cœur de nos préoccupations sociétales, même si cette notion ancestralement reste une question philosophique. Elle devient plus complexe encore, cette notion de liberté, lorsqu'on admet classiquement que la liberté de l'un ne doit pas empiéter sur la liberté de l'autre. Alors, la contention. Intéressons-nous rapidement à ce mot et à son origine. Un contentio en latin signifiait tout à la fois tension, effort, lutte, conflit, rivalité. Plus tard, en chirurgie, ce mot a été utilisé dans un sens constructif, ou j'aurais envie de dire reconstructif. Il désignait l'action de maintenir en place des parties désunies. On retrouve là, métaphoriquement, les parties désunies, on retrouve la métaphore de ce qui a pu faire débat concernant la méthode du packing. Vous savez, cette méthode qui a été condamnée par les associations de parents, qui était appliquée aux sujets psychotiques, pour lequel la compréhension de leurs difficultés était basée sur l'hypothèse du morcellement psychique. On remarquera d'ailleurs à ce titre que la contention plâtrée, en raison d'une ou plusieurs fractures, ne suscite aucun débat concernant l'atteinte à la liberté, ni d'autres mesures de contention médicale. J'en discutais hier soir avec mon gendre, qui est infirmier dans un service de réanimation médicale. Je lui disais, écoute, c'est vrai, la contention, ça fait débat, les dernières mesures législatives la contestent, et je lui disais, mais c'est quoi la contention? Je lui disais, tu sais, c'est quand on est attaché dans un lit, isolé dans une pièce. Il me disait, mais c'est terrible, ce que vous me racontez, c'est assez terrible. Nous, nos patients en réanimation, on les contient tous les jours, on les attache à leur lit tous les jours. Vous imaginez pas la violence dont ils peuvent faire preuve quand ils s'arrachent leur tube d'intubation, toute leur perfusion. On est obligé d'empêcher ça. Bon, et là, je revoyais encore toute la complexité du débat auquel on est soumis. Sur le plan psychiatrique et sur le plan légal, mais je laisserai à Madame Charpin
la difficile tâche de nous définir le cadre légal. Sur le plan légal, le soin psychiatrique, on peut le dire, il est passé en quelques années d'une zone de sous-droit à une zone de surdroit. Si l'intervention du législateur s'imposait pour tenir compte de l'évolution rapide de la jurisprudence, il est cependant un peu regrettable que le Parlement ait abordé cette question sous l'angle exclusif de l'usage de la contrainte. Ça, j'y reviendrai, et je précise en même temps quelle est ma position. Mais ma position, je vais vous en parler. Alors, l'article L 3222, bon, Madame Charpin nous en parlera. Et moi, je vais m'attacher à vous parler du soin. Soigner. Soigner au sens de care, comme au sens de cure, suppose certaines conditions liminaires. La première, celle dont on peut se revendiquer tous, c'est une empathie normalement développée. Une disponibilité, alors là vous allez voir, c'est quelque chose d'important, une disponibilité pas trop entravée par les sentiments envers l'autre. Les sentiments envers l'autre, c'est qu'est-ce qu'on ressent par rapport à l'autre. Est-ce qu'on l'aime bien, est-ce qu'on ne l'aime pas, est-ce qu'il nous agace, est-ce qu'il nous irrite. Vous savez, le quotidien des synthèses, le quotidien des reprises, presque le quotidien de l'analyse de pratique. Qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre? Et ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre, ça doit être tamponné, contenu, élaboré par les autres membres de l'équipe. Les autres membres de l'équipe doivent faire, par rapport à nos sentiments envers tel ou tel patient ou tel sujet, eh bien, ils doivent faire contention psychique. Excusez-moi du terme. Soigner, ça suppose également un savoir-faire qu'on a tous acquis, qu'on a tous appris et qu'on a coloré au filtre de notre personnalité particulière et singulière. Et soigner, ça nécessite enfin de ne pas avoir peur. Alors ça a été évoqué en préambule, mais c'est une notion excessivement importante. Le fait de ne pas avoir peur et de travailler en suffisante sécurité de soi. Et vous verrez, en réfléchissant, et vous verrez combien ça vient en miroir de cette question de la contention, ou pas. Ne pas avoir peur. La peur est un obstacle majeur aux soins de la personne. Elle nous paralyse, elle nous diminue et active notre potentiel sadique d'autodéfense. Elle potentialise les affects négatifs et rejetants. Vous entendez en filigrane la question de la contention à des fins sécuritaires. Bon, la contention, mon collègue Delatte en a parlé, je ne vais pas reprendre les divers types de contention, mais peut-être vous dire comme ça un peu à l'excès que actuellement, si on s'en tient aux dernières dispositions législatives et légales, eh bien, on aurait le sentiment que la contention serait vécue comme un échec, une sorte de violence faite à autrui, et qui s'apparenterait presque, je l'entends souvent de la part de mes éducateurs, et qui s'apparenterait à une forme de maltraitance. Vous savez, docteur, je le tenais depuis un quart d'heure. Il criait, il se débattait, il m'insultait. Depuis un quart d'heure, je le tenais. Et puis, il a fini par se mettre à pleurer. Les vibrations de son corps passaient dans le mien. Et dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là à le tenir? Il fallait que je le tienne, il fallait que je le tienne. Qu'est-ce que je fais là à le tenir? Et je me disais, mais est-ce que tu ne serais pas aux limites de la maltraitance? Vous voyez, c'est vraiment des témoignages très, très poignants et qui nécessitent une reprise psychique et presque endopsychique avec ces éducateurs. Alors, la contention, un traitement d'un autre âge qui nous rapprocherait du sadisme et de la barbarie. Il suffit pour nous référer, pour cela, il suffit de nous référer aux dernières recommandations de l'ANAS au début de l'année passée en la matière. Je dois donc, moi, aborder les alternatives à la contention comme si cette pratique était en soi répréhensible et à tout le moins n'être que de tout dernier recours.
Sur le fond, vous l'avez entendu, hein, je ne partage pas tout à fait cette approche angélique, humaniste, dirions-nous, du soin psychique. D'où de ma part une position, je ne sais pas comment vous la qualifiez, une position un peu jésuitique, ou comme l'indiquerait la philosophie de Montaigne, devoir être plus attentif encore à une opinion un peu différente de la mienne pour m'en nourrir. Et c'est sans doute à cela que vous allez être confronté également. Pour exemple, vous voyez, contention, pour exemple, je considère qu'un nourrisson est et se sent bien plus en sécurité lorsque son univers se trouve limité par un parc, plutôt que de le laisser aller libre cours à sa curiosité exploratoire dans un espace sans limite. En disant cela, je pense que la limite de soi, qu'elle soit physique ou psychique, s'acquiert par un minimum de contention. Je vais vous faire une image un peu romantique. Vous savez, être pris dans les bras, c'est indispensable pour chacun d'entre nous et c'est une forme de contention affective nourrissante. Personnellement, et j'en finirai là avec mon approche de la contention, je pense à 2 expériences qui ont nourri ma réflexion quant à cette délicate question. La première, c'était lors d'une intervention à la maternité. Une jeune accouchée, souffrant d'un délire en lien avec une psychose puerpérale, menaçait de tuer son bébé et de se jeter par la fenêtre avec lui. Nous faisions partie de ce que j'appelle la cavalerie. La cavalerie avait été appelée à la rescousse. Et devant l'impossibilité de raisonner cette jeune femme, nous sommes convenus de l'encercler et de pouvoir lui tomber dessus physiquement pour la contenir et l'injecter. Ce qui m'a valu, en tant que psychiatre référent, ce de la part de mon collègue gynécologue de garde, cette remarque: « Hey, vous faites un drôle de métier. » Et là, vous l'avez compris, sans conteste, cette contention physique et chimique était abus sécuritaire. La seconde, en tant que psychiatre d'adolescent, je l'ai pris en allant voir des jeunes en prison. Adolescents dont les multiples forfaits, agressions, vols, cambriolages, dégradations en tout genre, les avaient conduits à faire l'expérience d'une contention physique entre 4 murs, les murs de la prison. Certains m'ont confié, au cours de nos entretiens, que si c'était terrible d'être là, il le fallait pourtant. Ils disaient: il fallait qu'on m'arrête, quoi. C'était plus possible, quoi. Tant que je pouvais bouger, quoi. Je n'avais pas besoin de penser, de réfléchir. Depuis que je suis là, même si c'est difficile, je me rends bien compte que je réfléchis, quoi. La question, c'est un aspect thérapeutique, maturatif de la contention? Sans doute. Sans doute. Si cette contention, elle est assortie d'entretien avec un autre, d'échanges fréquents avec un autre. Ceci étant, plusieurs équipes ont fait l'expérience que non seulement la contention n'était qu'une réponse minute à un trouble, un ensemble de symptômes sans jamais les aborder sur le fond, mais également que l'isolement et la contention, outre attaquer le sujet dans sa liberté, sa dignité, avaient tendance à abraser ses possibilités cognitives. Donc vous l'avez compris, et j'ai travaillé avec le docteur Maurice Berger à Lyon, justement sur ce problème de la contention et sur cette exigence de la contention auprès des enfants ultra-violents. Jamais de contention sans lien intime et répété avec un autre. C'est toujours avec un autre qu'on se construit et qu'on continue de se construire. Aussi, les alternatives à la contention suppose, à mon sens, et dans vos équipes et dans les nôtres, les équipes de psychiatrie, suppose, à mon sens, un véritable changement de paradigme, un véritable apprentissage actif par l'expérience de cette nouvelle culture. Il faut que nous nous formions aux alternatives à la contention. Considérer que l'autre, le patient, l'usager, devient dangereux pour lui ou pour autrui, contraint,
qu'il est par son caractère, ses pulsions, ses perceptions sans objet, ses convictions délirantes, contraintes qui restreignent sa liberté et contraintes pour lesquelles, dans notre attitude éducative et soignante, nous devrions lui redonner un peu plus de liberté par rapport à ces contraintes. Voyez le changement de paradigme. On le considère comme un sujet qui est contraint, parce qu'il vit à l'intérieur de lui-même, parce qu'il vit dans son corps. Et notre travail, ce serait un tant soit peu de le libérer de ses contraintes physiques ou de ses contraintes internes. Alors vous voyez ce que cela implique, non seulement au niveau personnel, mais également au niveau collectif. Une modification concertée et travaillée, intégrée, de la façon dont chacun conçoit son accompagnement éducatif et soignant. Alors, sur le plan pratique, 4 partenaires européens, belges, 2 équipes néerlandais et luxembourgeois, ont mené une recherche-action sur les alternatives à l'isolement et à la contention en psychiatrie, afin d'identifier nos méthodes différentes et afin de, autant que possible, intervenir avant la crise. Leur truc, c'était prévenir la crise avant qu'elle ne se déclenche. Alors, leur hypothèse était la suivante. Au fond, quand on regarde une équipe fonctionner, les soignants, les professionnels mettent en œuvre au quotidien des alternatives à la contrainte qui restent invisibles, car elles sont rarement reconnues comme telles par les professionnels eux-mêmes et leurs collègues. Ils ont donc exploré les comportements professionnels afin de faire émerger et légitimer ces bonnes pratiques. Pour ce faire, ils ont élaboré un dispositif méthodologique à partir de 3 sources. Vous allez voir, c'est très pratique. On regarde comment on fait et on imagine comment on pourrait faire. Ces 3 sources. Le premier, c'est mettre en place des groupes d'analyse des pratiques et apprendre des professionnels en recensant leur façon de faire et d'être dans une situation donnée. La deuxième, c'est une expérience de création et d'imagination à travers le théâtre forum d'Augusto Boal, le théâtre de l'opprimé, afin d'approfondir non seulement l'analyse de la pratique, mais aussi, surtout, d'inventer, d'imaginer, d'explorer, d'expérimenter d'autres propositions d'intervention dans une même situation de crise. Et enfin, l'analyse quotidienne de l'activité pratique pour repérer, dans certaines situations, la portée symbolique du geste professionnel. Ah oui, là tu as fait ça ou tu as dit ça. Est-ce que ça a eu un effet magique? Est-ce que cet effet magique, il est dans la singularité de la relation? Est-ce qu'elle est dans la singularité de la pathologie, de la psychopathologie? Ou est-ce que c'est un élément générique dont on pourrait se nourrir? Une fois ces bonnes pratiques suffisamment identifiées et légitimées, les participants ont co-construit un modèle de formation. Un modèle de formation dont l'acronyme est TARPI. Bon, TARPI, c'est un acronyme anglais. Je vous fais grâce de mon accent anglais. En français, TARPI, c'est Alternative aux mesures de contention et de mise à l'isolement en milieu psychiatrique. Et ce modèle de formation TARPI, il était destiné à leurs pairs. C'est ces professionnels qui se sont interrogés quant à leur pratique et qui ont mis au point, à partir de leur expérience, des méthodes de bonne pratique. Ces professionnels se sont ensuite chargés de former leurs pairs, c'est-à-dire les soignants et les professionnels du médico-social qui travaillaient autour d'eux. Voilà, au terme de mon intervention, vous allez vous dire, ah, les psychiatres, c'est toujours pareil. Ils répondent jamais à la question qu'on leur pose.
hein. Et vous allez vous dire, vous allez vous sentir un peu déçu. Il s'en tire bien le type. Hein. Point. Pas de recette, hein. Pas de recette alternative à la contention. Il ne nous dit pas, pour ne pas contenir, faites donc comme ceci, faites donc comme cela. Hein. Mais à y réfléchir, une consigne, elle n'est jamais que singulière. Hein. Elle peut s'entendre dans une situation précise, avec un individu singulier dans toute sa singularité. Et puis en plus, j'aurais envie de vous dire que une consigne que le dit psychiatre vous donnerait, hein, mettons que vous l'appliquiez docilement, eh bien, elle pourrait avoir pour vous le goût d'une certaine contention psychique. Alors bon, ma conclusion, c'est que l'alternative à la contention, vous l'avez compris, hein, c'est un vrai changement de culture. Hein, c'est pas bien ou mal, c'est peut-être essayer d'approcher le bon ou le mauvais au sens de Spinoza. Ça, c'est intéressant. Mais c'est un vrai changement de paradigme, d'approche et d'exercice. Et ce changement d'approche, eh bien, il mérite que pour chacun d'entre nous, nous puissions, alors pas nous former de façon descendante, hein, un Dieu, un paradieu qui viendrait nous dire, les petits-enfants, vous allez faire comme ça à partir de maintenant, mais que nous nous formions et que nous ayons la volonté de nous former à partir du terrain, à partir de notre quotidien. C'est-à-dire que nous acceptions de remettre en doute nos pratiques, nos ressentis, hein, à l'égard des gens dont on s'occupe. Voilà, je vous remercie.